Se préparer à accueillir bébé espoir, donc le bébé qui arrive après l'enfant décédé, eh ben, c'est pas aussi facile que ça en l'air. Typiquement, vous allez rencontrer deux obstacles. Premier obstacle, réussir à surmonter ou en tout cas supporter l'angoisse qui va vous accompagner pendant toute la grossesse. On a déjà perdu un enfant, on a forcément peur de perdre le deuxième à tout instant pendant la grossesse, d'arriver à une échographie, le cœur ne bat plus. Voilà, c'est une angoisse qui est très très difficile à vaincre. Deuxièmement, c'est de réussir à investir cette grossesse. On a perdu un enfant, alors comment réussir à se projeter avec l'arrivée de ce nouvel enfant, comment réussir à investir son amour, à préparer la chambre du bébé. Ce sont deux choses qui sont extrêmement compliquées. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose 8 conseils pour se préparer à l'arrivée de bébé espoir. D'accord? C'est parti. Premier conseil, le plus important à mon avis, c'est de nettoyer l'entourage. Okay, dans votre entourage, vous avez des gens bienveillants, vous avez des gens qui ont été maladroits, des gens qui sont toujours maladroits, vous avez des gens qui vous font du mal. Alors, comme cette grossesse, ça va être quelque chose de très important pour vous et de très difficile à vivre, mettez de la distance avec les gens qui sont toxiques pour vous. Mettre de la distance, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être effectivement de couper les ponts avec les gens avec qui vous entendez vraiment plus. Voilà. Ou alors, ça peut être tout simplement de ne pas annoncer la grossesse aux personnes avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise. Autorisez-vous ça. Même si c'est dans la famille, même si c'est avec vos parents, vos cousins, vos frères et sœurs. Si vous sentez que vous avez peur du relationnel que vous allez avoir avec ces personnes-là, vous avez peur des paroles maladroites, faites-vous plaisir. Gardez la nouvelle pour vous, ne l'annoncez pas et gardez juste avec, partagez juste avec les gens avec qui vous vous sentez à l'aise, qui vont vous faire du bien. D'accord? Premier point. Deuxième point, avoir un bon accompagnement médical et psychologique. Alors, psychologique, c'est si vous sentez que vous en avez besoin, notamment pour gérer un petit peu votre deuil de l'enfant précédent et puis l'arrivée de l'enfant suivant, aller voir un psychologue, c'est quelque chose qui peut être utile. Ça dépend des personnes, mais c'est quelque chose. Moi, j'ai démarré mon dernier suivi psychologique pendant la grossesse de ma femme, donc peu de temps avant l'arrivée d'Ariane. Et médical également parce que pendant la grossesse, vous avez le suivi gynécologique, vous avez les échographies, vous avez des médecins que vous connaissez ou ne vous connaissez pas. C'est important d'être en contact avec du personnel médical avec qui vous vous sentez à l'aise, des gens bienveillants, des gens idéalement qui connaissent votre histoire et qui sauront bien vous accompagner. Si vous êtes avec un gynéco ou un échographe qui vous fait sans cesse des remarques maladroites, qui vous dit des trucs du genre non mais c'est bon maintenant, ça va aller, faut faire une croix sur l'enfant précédent ou des trucs complètement idiots de ce genre-là, peut-être c'est le moment d'en changer. Peut-être c'est le moment de s'autoriser à explorer d'autres spécialistes pour trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, quelqu'un qui va vous rassurer. Quand on fait une échographie pendant la grossesse espoir, c'est toujours un moment d'angoisse. Donc on a besoin d'être avec quelqu'un qui va trouver les mots pour vous rassurer et pour vous aider à investir cette grossesse. C'est très important. Donc éventuellement, si vous n'avez pas de spécialiste avec qui vous vous sentez à l'aise, essayez de partir un petit peu à la chasse aux recommandations, pour trouver quelqu'un qui saura faire un meilleur travail avec vous. D'accord ? Troisième conseil, différencier bien ce bébé du bébé précédent, réinvestir la chambre notamment, réfléchir aux affaires. Voilà. Vous avez peut-être gardé des affaires de l'enfant précédent. Prenez le temps de vous poser avec votre compagnon ou votre compagne et de réfléchir à ces affaires-là, est-ce qu'on sent de les mettre au bébé suivant ou est-ce qu'on a besoin de les jeter ou de les mettre de côté en tout cas et en racheter de nouvelles. D'accord, c'est au choix de chacun. Nous, on a fait un petit peu, on a fait du tri au cas par cas, on a regardé toutes les affaires une par une et on a regardé on se dit bon ça c'est vraiment Gabriel, on le laisse pour Gabriel et ça ok on peut le remettre à Ariane, ça peut lui aller. D'accord. Ensuite la question de la chambre est importante aussi. Voilà, si la chambre est restée en l'état après le décès, peut-être que c'est le moment de la refaire. D'accord, même si tout l'équipement est déjà là, même si elle est fonctionnelle, peut-être que ce bébé il a besoin qu'on reprépare une arrivée, changer peut-être au moins la disposition des meubles, ou peut-être la peinture, ou peut-être acheter des nouvelles affaires ou en remplacer certaines. C'est selon votre ressenti. Mais c'est peut-être important de faire un nouvel investissement plutôt que de reprendre l'existant. D'accord. Et bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Prenez un prénom différent. Ne redonnez pas le prénom de l'enfant décédé à l'enfant qui arrive. C'est important de différencier les enfants et d'enlever cette charge de leurs épaules. Parce que si l'enfant est né et puis il sait qu'il a le même prénom que l'enfant qui est décédé, ça peut être très lourd à porter. C'est pour toute une vie le prénom, donc voilà, c'est pas forcément évident. Donc réinvestir l'arrivée de bébé, c'est réinvestir aussi les affaires. Voilà, réfléchir, il n'y a pas de loi universelle sur ce qu'il faut garder ou pas, mais prendre le temps d'y réfléchir, c'est important. Et d'y réfléchir à deux. Ensuite, quatrième conseil, pendant la grossesse, il y a des choses qui peuvent vous permettre de vous sentir mieux et d'investir la grossesse. Nous, on avait opté pour l'aptonomie. L'aptonomie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de mouvements qui permettent
de rentrer en contact avec l'enfant avant la naissance. Donc notamment, c'est surtout à destination du papa, mais bon, également la maman, mais ça permet au papa notamment de faire quelques mouvements, de faire réagir bébé, de le faire bouger en faisant des petites caresses, des trucs comme ça, sur le ventre de la maman. Voilà, ça, et c'est toute une science qui entraîne aussi à parler à l'enfant, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être pas mal pour aider à se sentir bien, pour aider à se sentir bien avec la grossesse et à investir cette nouvelle arrivée. Il n'y a pas que l'aptonomie, il y a aussi des trucs comme le yoga de grossesse, il y a aussi des massages, des choses comme ça. Tout un tas d'exercices physiques qui favorisent le bien-être de la maman et parfois aussi du papa dans certains exercices, mais des fois ces exercices peuvent se faire à deux. Un massage, c'est le papa qui peut masser la maman, donc voilà, c'est quelque chose qui permet d'être à deux dans l'investissement de cette grossesse et ce nouveau corps et l'arrivée de bébé. D'accord ? 5e conseil. Préparer un projet de naissance. Pour ceux qui ne connaissent pas, le projet de naissance, c'est un document qu'on remet à la maternité ou à la clinique en décrivant la façon dont on veut que la naissance se passe. Donc ça peut être des choses sur l'accouchement, le post-accouchement, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, le rapport à la péridurale, le rapport à la césarienne, le rapport à l'épisio. Pour vous donner quelques exemples, nous, dans le projet de naissance, on avait dit que voilà, on souhaitait attendre le plus longtemps possible avant de démarrer la péridurale. Qu'on souhaitait au maximum éviter la césarienne, mais qu'on ne s'y opposerait pas en cas d'impératif médical. Que ma femme voulait impérativement faire de l'allaitement et qu'on voulait favoriser tout ce qui permettait de faire un bon allaitement de qualité, éviter tout lait artificiel, allaitement sans réveil toutes les 3 heures, parce qu'il y a des maternités où on fait ça, nous on voulait pas ça, on voulait absolument que l'allaitement se fasse à la demande du bébé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les désirs du papa aussi, on avait spécifié dans le projet de naissance que je voulais être présent à l'accouchement, et que je voulais, si possible, pouvoir passer certaines nuits à la maternité. On a spécifié aussi que, étant donné le traumatisme de la naissance de Gabriel, on ne voulait pas que la maman soit séparée du bébé, donc pas de nuit à la nurserie. Voilà. C'est toutes ces choses-là que, en mettant dans un document et qu'on remet directement à la maternité, on s'assure que l'accouchement se passera bien. Il y en a qui vont peut-être dire, oui, c'est pas grave, on peut le dire le jour J. Mais le jour J, vous êtes dans l'émotion, vous êtes fatigué, vous y pensez pas, il y a le personnel qui est très pressant, très insistant, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc c'est pas mal de le préparer avant pour être sûr que le jour J, tout se passe bien et que tout le monde est au courant de vos désirs. Idéalement, vous pouvez aussi préciser dans le projet de naissance votre histoire avec l'enfant précédent si vous le souhaitez pour que éventuellement une personne puisse s'adapter et essayer d'être un peu plus rassurant, essayer de mieux vous accompagner pendant l'accouchement. Ok ? C'était le 5e conseil. 6e conseil, parler au bébé. Parler au bébé dans le ventre de la maman. C'est quelque chose, notamment lui parler de l'histoire du grand frère ou de la grande sœur qui est décédée. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça sert à rien, il comprend rien. Eh bien si, c'est super important. C'est super important à plusieurs titres. Premièrement, ça lève le secret. Là, je reprends les paroles de Hélène Romano à la conférence Une fleur, une vie de cette année. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle dit, au moins, vous parlez, il n'y a pas de secret. Il n'y aura pas de secret de famille. On se posera même plus la question de à quel moment on commence à en parler, à quel âge, comme ça, parce que on commence à en parler avant même la naissance. Donc au moins c'est naturel, ça vient, et il n'y a pas de secret de famille qui sont, vous savez, des sources de traumatisme pour l'enfant d'après. Donc moi je le vois un peu différemment. Je dis souvent, parler dans le ventre de la maman, ça permet de s'habituer déjà à parler d'un sujet qui est très compliqué, parce que c'est pas facile de parler de la mort à un petit bébé. Donc en fait on s'entraîne. Moi, je m'en suis servi pour m'entraîner. Je parlais à Ariane de son grand frère Gabriel. Je lui ai expliqué. Au début, c'est dur, les mots viennent pas, ça fait pas naturel. Le tabou est très présent. On n'ose pas parler de la mort, c'est compliqué. À force de le faire et de le répéter, c'est un peu hablant parce que comme elle comprend pas trop ce qu'on lui dit, du coup, si on ne trouve pas les bons mots, c'est pas très très grave. D'accord ? Mais au moins, on s'entraîne et aujourd'hui, je me sens parfaitement à l'aise. Là, elle a 16 mois. Je me sens très à l'aise pour lui parler de son grand frère. On a des photos dans le salon, on lui montre, etc. On l'emmène au cimetière. Là, je vais l'emmener au cimetière plus tard dans la journée. Voilà, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tabou, et du coup, ça passe tout seul. Donc c'est pour ça que je conseille de s'entraîner à parler au bébé dans le ventre de la maman. Et de manière générale, ça aide à investir la grossesse. On parle au bébé, on parle de ses angoisses, on relâche les émotions. On dit souvent que les bébés sont des éponges à émotions, qu'ils absorbent les émotions des parents. Mais le fait d'exprimer ses émotions, de dire maman est triste, papa est un peu en colère en ce moment, etc. Ça aide à relâcher les émotions et au moins le petit bébé, il sent qu'on lui parle, qu'on lui prête de l'attention et ça aide beaucoup par la suite. Voilà. Donc parler au bébé autant que possible. 7e conseil, gérer son rapport au travail. D'accord, le travail, j'avais fait une vidéo là-dessus, ça peut être très compliqué quand on est en deuil, ça peut être compliqué également quand on accueille le bébé espoir. Donc, ça veut dire, pour la femme enceinte,
premièrement, réfléchir à la possibilité de s'arrêter avant. D'accord? Si vous vous sentez stressé au travail, peut-être que avoir un arrêt maladie un peu avant, en parler à votre médecin, expliquer que c'est compliqué pour vous de gérer l'angoisse, ben, pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas? Si ça peut vous aider, je pense que c'est des choses qu'il faut s'autoriser. À votre travail, on s'en sortira toujours sans vous. Pensez à vous, soyez égoïste. Donc si vous sentez que le travail c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous gêne, n'hésitez pas à vous arrêter. J'ai une amie qui est enceinte de son bébé espoir, qui vit une grossesse un petit peu difficile, voilà, et elle n'a pas hésité à s'arrêter un peu avant. Alors il y a aussi des impératifs médicaux, mais au moins elle peut vivre sa grossesse, je ne vais pas dire en toute sérénité, parce qu'on n'est jamais complètement serein, mais ça retire une source de stress. D'accord? Au contraire, si vous sentez que le travail c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous investir dans quelque chose, vous évitez d'être trop dans l'angoisse quand vous travaillez, pourquoi pas? Faites-vous plaisir, mais ça vaut le coup de se poser la question, d'y réfléchir. Pour la maman, mais aussi pour le papa. Si vous, madame, vous êtes stressé, vous avez besoin que votre chéri soit avec là, peut-être demandez-lui de voir pour poser le jour de congé, pour avoir un arrêt, pour qu'il soit plus souvent avec vous à la maison. Voilà, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous aider. Donc, pareil pour le papa, lui aussi, il a le droit de se dire, ben, je préfère être auprès de ma compagne. Après l'accouchement aussi, c'est une question qui se pose, parce que je me plains extrêmement souvent que le congé paternité est très très court en France. Donc voilà, réservez peut-être des congés supplémentaires pour être un peu plus présent, pour être plus à deux pour accueillir cet enfant. C'est un événement avec une très très forte teneur émotionnelle. C'est vraiment un truc incroyable d'accueillir un bébé espoir. Déjà un bébé en temps normal, c'est incroyable. Alors un bébé espoir, c'est encore plus... voilà, donc la possibilité pour le papa de passer plus de temps avec la maman pour cet événement, c'est quelque chose de vraiment à considérer. Pensez-y, autant que possible selon les possibilités que vous avez. Ok ? Dernier point, 8e point, et ça aussi c'est très important, autorisez-vous à vous plaindre. Autorisez-vous à vous plaindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent quand on accueille le bébé espoir, que le bébé est en bonne santé, on se dit ben je dois être super heureux, je dois être super heureuse parce que mon bébé est en bonne santé, j'ai pas à me plaindre, j'ai perdu un enfant, donc voilà. Néanmoins, on est tous des êtres humains. Accueillir un bébé, c'est un événement très très fatigant. C'est génial, hein. C'est super, c'est incroyable, c'est un déchaînement d'émotions, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est très fatigant, c'est très stressant, c'est très angoissant, et les premiers mois sont extrêmement difficiles. Voilà, nous quand on a accueilli Ariane, c'était un bébé qui avait besoin de beaucoup de contacts, qui avait besoin de beaucoup qu'on s'occupe d'elle. Voilà, et ça a été très très stressant pour ma femme, ça a été complètement épuisant. Et le fait qu'il y ait ce tabou, la parentalité c'est génial, on est supposé être super heureux, ben, on n'ose pas se plaindre. Et c'est ça des fois qui peut mener à la dépression postpartum, à ces états dépressifs où on se dit qu'on est supposé être heureux, on a une pression énorme pour être heureux, mais des fois le quotidien est tellement compliqué avec le bébé espoir, ou même pendant la grossesse, hein, la grossesse peut être plein de mots qui sont des fois très difficiles à gérer, les nausées, l'angoisse, tout ça, donc autorisez-vous à vous plaindre. Voilà. Et tant pis pour les gens qui ne trouveront pas ça convenable, mais n'hésitez pas à mettre en mots les choses négatives que vous ressentez, les choses qui sont compliquées au quotidien. Voilà. Ça ne veut pas dire ne pas parler de ce qui est positif, mais aussi penser à parler de ce qui est négatif. N'hésitez pas à aller chercher des ressources, des conseils, et à avoir une oreille attentive qui pourra vous écouter, voilà, vous exprimer sur les choses qui sont compliquées pour vous. D'accord? Voilà. C'était mes 8 conseils pour accueillir bébé espoir. Je vais les résumer rapidement. Donc, 1. Faire du ménage dans l'entourage. Hop, on se débarrasse des gens qui sont toxiques pour vous. Avoir un bon accompagnement médical et psychologique. Trouver éventuellement un psychologue qui peut vous accompagner, ou en tout cas être sûr d'avoir des médecins, gynécologues, tout ça et tout, qui sont, on va dire, qui sont une source j'arrive plus à parler, une source d'apaisement pour vous. Voilà. 3e point, différencier les enfants, réinvestir la grossesse différemment, réinvestir les affaires, peut-être voir pour réaménager la chambre, réfléchir aux affaires qu'on garde ou qu'on ne garde pas, qu'on met de côté ou qu'on jette. Ok ? 4e point, faire des activités de grossesse qui sont bonnes pour vous. Autonomie, yoga de grossesse, massage, ou tout ce qui peut vous faire du bien. 5e point, préparer un projet de naissance pour être sûr que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions. 6e point, parler au bébé dans le ventre de la maman autant que possible. N'hésitez pas à hésiter à lui parler de l'histoire de son grand frère ou de sa grande sœur décédée. 7e point, gérer son rapport au travail. Est-ce que vous souhaitez travailler parce que ça vous fait du bien, ou est-ce que vous souhaitez au contraire vous arrêter? De même pour le conjoint ou la conjointe, etc. Pensez à toutes ces questions et voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Et 8e et dernier point, s'autoriser à se plaindre quand il y a des choses qui ne vont pas bien, quand il y a des choses qui sont compliquées. Ne pas hésiter à aller chercher de l'aide et des ressources. Ok ? Je vous souhaite bon courage à tous ceux et celles qui attendent un bébé espoir. C'est un événement qui peut franchement vous aider à vous reconstruire. C'est une source de beaucoup de bonheur, c'est une façon de redonner du sens à sa vie.
mais c'est pas facile du tout, c'est quelque chose de très stressant, c'est quelque chose de très difficile. Voilà, donc allez chercher des ressources, n'hésitez pas à aller dans les groupes de parole, à aller demander des conseils, etc. N'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez ou à partager vos expériences. Je souhaite bon courage aussi, et j'ai une énorme pensée pour tous les parents qui aimeraient bien avoir un bébé espoir, mais qui sont encore dans l'attente, ou pour qui c'est compliqué, ou pour qui ce n'est pas possible, parce que je sais que c'est des situations extrêmement compliquées. Voilà, donc je pense très fort à vous, je fais des bisous à tous, des bisous à tous vos enfants envolés, et des bisous à tous vos bébés espoirs, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. A plus.